Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier webinaire 2022 d'étiquetage légal. Nous sommes une société, pour ceux qui ne nous connaissent pas, spécialisée dans la classification des produits chimiques dangereux et sur l'impression des étiquetages relatifs à ces produits chimiques dangereux. Nous avons deux sites, un site sur Paris et un site en Alsace sur Strasbourg. Le site dédié sur Paris étant pour faire des moyennes et grandes productions et le site sur Strasbourg étant un site dédié aux petites et moyennes séries spécifiques réalisées uniquement sur la base de vos fiches de données de sécurité et donc un étiquetage spécifique à chacun de vos contenants et de vos produits chimiques dangereux. Et c'est pour ça qu'on attaque cette série de 4 webinaires, car nous avons beaucoup de questions et de remontées. Alors certains appellent ça le rétex, le retour d'expérience, de remontées de non-conformité ou de problématiques d'étiquetage des contenants. D'où l'idée de ces 4 webinaires relatifs à l'étiquetage, afin d'éviter, lorsqu'il y a des contrôles, d'avoir des soucis et voire même potentiellement des amendes. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, on va essayer de ne pas dépasser la demi-heure, ce que je vous propose, c'est de reprendre quand même le contexte réglementaire. Donc on va bien sûr parler du très amont de tout ça, c'est-à-dire de REACH, rapidement. Ensuite, on développera la partie hors Europe, SGH ou GHS en anglais. Et enfin, on parlera d'Europe avec la partie CLP qui nous impactera directement sur l'étiquetage. Ensuite, on verra la notion de responsabilité des acteurs, car en termes de responsabilité, entre un fabricant, un formulateur, un distributeur et un utilisateur aval, donc l'utilisateur final mais professionnel, chacun a des parts de responsabilité en fonction de si il conditionne, s'il reconditionne, s'il réétiquette à façon pour un tiers ou s'il réétiquette à son propre nom. On va voir qu'il y a des points à respecter tant sur l'étiquetage que sur la fiche de données de sécurité, puisque les deux sont intimement liés, et je dirais plutôt d'abord fiche de données de sécurité et ensuite étiquetage. Ensuite, on rentrera dans le côté pratique de la chose, où on abordera les règles d'étiquetage, CLP et QUID, lorsqu'on fait de l'étiquetage combiné avec le transport, ADR, IMDG ou IATA. Ensuite, je vous présenterai tout simplement des exemples de nos réalisations en fonction effectivement de ces modes simples, de ces modes combinés, avec la problématique du multilangue. Et ensuite, on terminera par une petite synthèse des points importants à retenir. Voilà le premier webinaire. Le second webinaire sera lié à la problématique des très petits contenants ou des petits contenants avec les règles d'exemption liées au CLP. Et troisième et quatrième webinaire, je vous les présenterai à la fin de cette présentation. Le contexte général, alors bien évidemment, on part sur des prérequis, donc j'espère que REACH sont des choses qui sont connues. S'ils ne sont pas connus en MP, bien sûr, vous pourrez me questionner ou par email. Vous aurez les coordonnées à la fin. N'hésitez pas. Donc, un slide que j'utilise en formation, c'est sur l'articulation REACH-CLP. Alors, je vais tout faire apparaître, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc, REACH, l'enregistrement des produits chimiques, et plus particulièrement des substances chimiques. Alors, vous voyez qu'on ne parle pas de chimiques dangereux, on parle uniquement de chimiques, et on ne parle pas de mélange, on parle uniquement de substances. Il est effectivement inclus la notion d'article. Ça, c'est une notion que nous n'aborderons pas dans ce webinaire. Déjà, on n'a pas le temps. Et ensuite, ça pourrait faire l'objet, vous pourrez me poser la question en MP, peut-être que je ferai un webinaire du coup, sur les problématiques réglementaires liées aux articles. Donc, on ne parle que de substances chimiques. L'objectif de REACH,
pour faire simple et faire très court, c'est d'identifier, avant mise sur le marché de cette substance, le ou les dangers liés à la substance. Donc, par défaut, on doit démontrer pour chaque classe de danger si la substance est dangereuse ou pas, et il faut la documenter. C'est-à-dire que si elle est dangereuse, il faut identifier pourquoi. Donc, REACH est vraiment l'amont de ce qui va nous servir après pour les EDS et pour l'étiquetage. Le lien entre REACH et le CLP, je dirais que REACH permet d'identifier les dangers et le CLP permet de prendre cette notion de danger et de la comparer par rapport à une ABAC ou par rapport à des ABAC pour en déterminer des éléments de communication, que ce soit les mentions H, les mentions P, et les pictogrammes, bien sûr, à faire apparaître sur notre étiquetage. REACH, dans son annexe 2, présente la problématique des fiches de données de sécurité. Alors, j'attire votre attention, on parle de fiches de données de sécurité, on parle de CLP, on parle d'Europe. Les formats des fiches de données de sécurité sont différents en fonction si on est en Europe, hors Europe et sur des marchés particuliers comme par exemple les États-Unis. Mais on parle bien de fiches de données de sécurité ou de Safety Data Sheet. Les MSDS, Material Safety Data Sheet, ne sont pas prises en compte dans ces réglementations, c'est une autre réglementation. Donc l'annexe 2 de REACH pour la partie fiches de données de sécurité, et pour ce qui nous intéresse, les règles d'étiquetage qui sont liées au SGH ou au règlement CLP pour la partie Europe. Voilà, le reste du détail, ça pourra faire l'objet d'un autre webinaire. Au niveau SGH, ce qu'il y a lieu de prendre en compte, c'est que depuis l'apparition de cette recommandation de l'ONU, on a le législateur a cherché à harmoniser les règles de classification et les règles d'étiquetage, de manière à ce que, quel que soit le pays où le produit est réalisé et enfuté et étiqueté, on ait une information, par exemple sur un tox aigu, qui soit identique, que ce soit au Japon, en France, en Allemagne ou en Angleterre. Donc l'idée étant d'avoir des critères de classification homogènes. Le SGH étant une recommandation et un système modulaire, là, l'Europe a édité un règlement particulier. Donc, c'est un règlement, ce n'est pas une directive. Donc, il n'est pas transposé en droit local. Il est directement applicable en l'état. Et le règlement, lui, CLP, pour Classification, Labeling and Packaging, donc je classe mon substance et mon mélange dangereux, c'est la particularité par rapport à REACH, c'est qu'on parle de substance et de mélange. Je classe cela, labeling, j'étiquette convenablement par rapport au danger de mes produits, et le packaging, il ne faut pas l'oublier, puisque quand on enfute ou quand on conditionne un produit chimique, l'idéal, c'est que l'emballage soit adapté en termes de résistance à la nature du produit chimique. Voilà, tout ce que je vous dis là, bien sûr, est applicable en l'état depuis un moment déjà, puisque les anciennes directives, donc elles étaient transposées en droit local, ont été intégralement abrogées en 2015 avec une petite période de prorogation de 2 ans pour ceux qui étaient déjà étiquetés sur étagère. Mais donc maintenant, le règlement CLP est depuis ce temps-là complètement applicable. La notion de responsabilité des acteurs, ça c'est quelque chose d'effectivement très important pour étiqueter ou pour réétiqueter du coup. Il faut vraiment prendre en compte son statut. Est-ce que je suis fabricant de substances chimiques? Est-ce que j'ai une action d'importation de substances ou de préparation suivant l'ancienne version et donc maintenant de mélange? Est-ce que je suis un utilisateur professionnel, un utilisateur aval? Pour la partie REACH, on va se poser aussi la question de producteurs d'articles, d'importateurs et de fournisseurs d'articles. Vous voyez qu'il y a une petite astérix puisque je l'exclus de ce webinaire. Et ensuite, un point très très important sur lequel on a beaucoup de retours d'expérience, c'est sur les distributeurs. Et là, en fonction des actions des distributeurs, est-ce que je revends un produit
telle qu'elle, à la limite peut-être même sans voir le produit? Est-ce que j'ai une action de reconditionnement? Est-ce que j'ai une action simplement de réétiquetage ou de reconditionnement et de réétiquetage au nom de mon entité juridique ou pas? Derrière tous ces points d'interrogation, les responsabilités sont potentiellement différentes et il y a lieu de les identifier, d'identifier son statut pour, du coup, apposer les bonnes étiquettes et en conformité avec la fiche de sécurité, puisque tout ça est lié. Voilà. Et enfin, bien sûr, on peut avoir plusieurs rôles dans l'entreprise, ou l'entreprise peut avoir plusieurs rôles, donc une notion de responsabilité plus large. Une mise en lumière de ce que je viens de vous dire, d'accord? Donc, si j'ai une action de fabrication du produit chimique, une action d'importation du produit chimique, l'utilisateur aval, je le mettrai en parenthèse, un des points clés, c'est de procéder à la classification de la dangerosité de mon produit en utilisant REACH, ou si je fais un mélange, en utilisant des caractéristiques physico-chimiques ou des règles de calcul sur de la tox, sur de la corrosivité, par exemple. Donc, je dois procéder à la classification. Et je dois la documenter. Si je veux travailler sur l'inflammabilité, il me faut un point clair, il me faut un point d'ébullition. À partir de là, je veux pouvoir documenter et classer l'inflammabilité de mon mélange, par exemple. Si je suis un fournisseur au sens de la mise sur le marché, je peux reprendre une classification de conformité issue d'un fabricant, je dois tout de même la vérifier en termes de responsabilité, et moi, en l'occurrence, je dois emballer en fonction de la taille de mon contenant et étiqueter conformément à la réglementation, ce que l'on va voir après. Fabricant, producteur d'articles, je vous laisse lire, je passerai cette notion. Ensuite, il y a la notion d'ECHA, c'est-à-dire qu'en fonction, donc l'ECHA, c'est l'organisme à Helsinki, qui traite des problématiques REACH, GHS et CLP. En fonction de l'usage qui va être fait de ma substance ou de mon mélange dangereux, je peux déterminer des classifications particulières et dans ce cas, le fabricant et l'importateur doivent notifier à l'ECHA les éventuelles classifications spécifiques liées à son utilisation. Sur le site web de l'ECHA, quand on va chercher la classification de dangerosité d'un produit, on a effectivement une information sur des mentions H qui apparaissent juste par rapport à une notification sur un usage particulier. Ça pourra faire l'objet d'un webinaire spécifique si jamais il y a des personnes qui seraient intéressées à naviguer sur le site de l'ECHA pour aller rechercher des informations de dangerosité qui pourraient servir, par exemple, à un contrôle de fusionné de sécurité dans sa section 2.1 d'un fournisseur de produits chimiques. Ça permet de faire une petite vérification qui est très, très utile. Et ensuite, j'ai mes... mes distributeurs de produits chimiques. Donc là, effectivement, on peut utiliser la classification d'un tiers, mais attention, quand je réétiquette à mon nom ou quand je reconditionne et réétiquette à mon nom, là, on a une responsabilité, on prend la charge de la conformité de cet étiquetage. Donc, pour mettre tout ça en lumière, le fournisseur, lui, du produit chimique, il s'assure que la substance ou le mélange dangereux est bien étiqueté et emballé conformément au règlement CLP avant la mise sur le marché. Théoriquement, c'est quand même mieux. Et il est important, celui qui reçoit le produit, de bien me rendre compte qu'il peut y avoir plusieurs fournisseurs pour un même produit, qu'il peut y avoir plusieurs fiches de sécurité, avec en fonction des usages, des classifications, mes fameuses notifications à l'ECHA différentes, et donc potentiellement des étiquetages avec quelques points, alors pas de divergence, mais des compléments avec des mentions H qui apparaîtraient sur l'un et pas sur l'autre. Dans ce cas-là, il est effectivement très important de prendre la bonne FDS et le bon étiquetage en fonction du bon fournisseur. Et de surtout pas aller chercher tout ça sur Internet, notamment Google, car il y a de forts risques, alors en l'occurrence, c'est plus un danger, c'est un risque, c'est une exposition, il y a de forts risques de se tromper ou de laisser passer des mentions H en fonction de son usage. D'accord. Le point sur les distributeurs.
Quand on est distributeur, soit j'achète un produit A à une société A et je revends le produit à une société B, mais sous la marque et l'identification, la classification et l'étiquetage du produit du fournisseur A. Dans ce cas-là, je fais juste de l'achat, de la revente. Ma responsabilité, ce n'est pas là où elle est impactée. Par contre, dès l'instant où j'achète un produit A chez un fournisseur A, en gros volume, par exemple, en IBC, admettons, et que j'en fais des 50 litres, et que je revends ces 50 litres reconditionnés, et du coup, je vais devoir refaire une étiquette, et du coup, je prends la responsabilité, déjà de la taille de l'étiquette par rapport au contenant, puisqu'on va voir tout à l'heure que ce n'est pas les mêmes formats, et je prends la responsabilité du contenu. Ça, c'est très important. Et deuxième point, si en plus, je fais l'étiquetage au nom de mon entité juridique, j'efface le nom de l'entité juridique du fabricant, du fournisseur. Dans ce cas-là, non seulement l'étiquetage, j'en prends la responsabilité, mais en plus, il sera important de faire une fiche de sécurité au nom de celui qui met sur le marché, donc le distributeur qui reprend, et de faire une fiche de sécurité conforme et en adéquation avec l'étiquetage. Point très important, on a beaucoup de retours sur des sociétés qui ne vont pas jusqu'au bout de la démarche, qui refont une étiquette, mais qui laissent la FDS du fournisseur amont, sans aucune vérification. Donc attention, ce point-là est très très important. Donc voilà, une petite synthèse. Distributeur, vous devez procéder à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges que vous mettez sur le marché. On reprend la classification, mais je vous invite vivement à la contrôler, à la vérifier, d'où l'idée d'aller sur le site de l'ECHA pour contrôler ces éléments de classification. On rentre avec un numéro REACH, un numéro EC number, par exemple. Même le CAS fonctionne, même si le CAS est lié à la notion américaine. Et un point très important, hein, notamment quand on refait des fiches de sécurité ou quand on fait des fiches de sécurité, c'est un point, un retour d'expérience, on nous pose souvent la question. La période de conservation de la dite fiche de sécurité, c'est bien 10 ans. Et surtout, on n'écrase pas les versions antérieures, on conserve toutes les versions dans une démarche de prévention. Et si jamais il y a une demande dans les années à venir, on doit pouvoir retrouver la fiche de sécurité au bon moment, notamment si on a un incident, une maladie professionnelle qui s'est déclarée ou quelque chose comme ça. Voilà, notamment aussi un point important sur la notion des langues. Quand j'en fute, quand je travaille par batch ou par lot, je ne sais pas forcément dans quel pays va partir la production. Vous allez voir dans les exemples, on peut faire des étiquettes multilangues, mais attention, il est très très important, je vais le redire tout à l'heure, mais quand j'en fute, par exemple, je suis en France et je vais expédier en Allemagne, il est très important d'avoir une FDS dans la langue du pays de destination, donc en allemand, et il est très important d'avoir un étiquetage dans la langue du pays de destination. Donc l'étiquetage sera aussi en allemand. Hein. L'étiquetage n'est pas dans la langue de production du produit, elle est bien dans la langue de destination du produit. Hein. Un point aussi en retour d'expérience où on peut trouver beaucoup d'erreurs. Enfin, un dernier slide sur la notion de responsabilité. Le fabricant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va générer les informations sur les dangers, sur les propriétés des substances, sur les propriétés des mélanges, et il va communiquer tout ça au travers de la fiche de données de sécurité. Donc, nous avons un slide tout à l'heure sur la fiche de données de sécurité avec les principaux points clés, et sur le mois de mai, on fera un webinaire dédié aux fiches de données de sécurité, voire peut-être même deux si ça ne tient pas en une demi-heure, notamment sur les évolutions de certains textes. On pourra prendre en compte les nanoformes, on pourra prendre en compte les PCN, les Poison Center Notification et les UFI-codes associés. On fera un webinaire spécifique. Et bien sûr, l'élément de communication lié à tout ça, le fabricant appose les étiquettes réglementaires qui va bien. Le formulateur, quant à lui, attention, on bémol, hein, qui est propriétaire de la formule, ça c'est très important, et dans le contrat de formulation, qui a la responsabilité de quoi? Souvent, j'accompagne les entreprises justement à prendre en compte ça.
On peut avoir un contrat de formulation, le propriétaire de la formule nous demande de faire une fiche de sécurité, mais quid de qui met sur le marché et qui est à la responsabilité, qui est l'entité juridique qui a la responsabilité du contenu de la fiche de sécurité et de l'étiquetage. Donc, j'attire votre attention sur ce point-là. Il faut se mettre en adéquation entre le formulateur, le propriétaire de la formule et celui qui n'est pas toujours le formulateur, distribuer le produit chimique. Pareil, en termes de communication, là, le champ des possibles, en fonction de ce que je vous ai dit avant, est grand. Donc, au niveau FDS et étiquette, il y a lieu de définir qui est responsable de quoi et qui fait quoi. Ensuite, lui, le distributeur, si c'est un distributeur sans opération de réemballage, lui, il fait que relayer l'information. Mais attention, il ne doit pas différer l'envoi de l'information, c'est très important. Si il transfère un produit chimique, il vend un produit chimique, la FDS, théoriquement, doit être fournie en amont à son client, afin qu'il ait tous les éléments pour faire ce qu'on appelle la procédure d'acceptation préalable de son produit, c'est-à-dire s'assurer qu'il a tous les moyens de prévention et de protection adaptés à la manipulation et au stockage en sécurité de son produit chimique. Et ensuite, on a les industriels, les utilisateurs finaux et les utilisateurs industriels, quant à eux, qui ont l'obligation de respecter tous les éléments d'étiquetage, de communiquer aux salariés manipulant toutes les informations afin qu'ils travaillent en sécurité, j'aime pas trop ce terme-là, mais qui travaillent en adéquation avec les mesures de prévention et de protection à adapter, à utiliser. Pardon. La notion de règle d'étiquetage. Donc, l'étiquetage, pour faire simple, on trouve ça où? On trouve ça dans la fiche de sécurité. Donc, comme prévu, un petit slide simple sur la fiche de sécurité. La fiche de sécurité, elle est réalisée dès l'instant, pour faire simple, que ma substance ou mes mélanges sont dangereux, au sens du règlement CLP, donc une classification de dangerosité. Dès l'instant où j'ai ça, eh bien, je dois faire une fiche de sécurité. Alors, les acronymes PBT, VPVB, c'est tout ce qui est dangereux pour l'environnement, et les substances SVHC, substances Very High Concern, on a tous entendu parler, par exemple, des perturbateurs endocriniens, du bisphénol A, voilà, les substances soumises. Il n'y a pas de substances interdites à l'utilisation, mais il y a des substances qui peuvent être soumises à autorisation, des substances qui peuvent être soumises à restriction, comme les bisphénols, par exemple. Voilà ce que c'est HVAC. Donc, dès l'instant où j'ai une substance et un mélange dit dangereux, au sens du règlement CLP, je réalise déjà, et je fournis une fiche de sécurité dans la langue de destination. Ensuite, il y a des mises à jour. Il faut savoir que quand je commande un produit, s'il y a une mise à jour X mois plus tard, je dois être destinataire de cette mise à jour. Le délai est de 12 mois. Dans les 12 mois de la commande, s'il y a une mise à jour, je dois être destinataire de cette mise à jour. Plusieurs types de mises à jour, il y a des mises à jour mineures, des mises à jour majeures, notamment mise à jour majeure sur une évolution de classification de dangerosité. On en parlera au mois de mai, tout ça. Très important car ça va conditionner le contenu de l'étiquette. Bien sûr, c'est gratuit, c'est mis en disposition soit en format papier, soit en format électronique. On reviendra sur cette notion de mise à disposition au mois de mai, car il y a une proposition pour simplifier effectivement cette notion de mise à disposition, qui est assez contraignante entre je mets à disposition et j'envoie. Particularité. Le fait de ne pas fournir une fiche de sécurité, voilà, on n'est pas là pour faire apparaître des éléments anxiogènes, mais bon, dissimuler un produit, une substance dangereuse dans un mélange, ne pas fournir de fiche de sécurité, non-respect des mesures de prévention, voilà, il y a un code du travail avec, en fonction de si on est au civil et s'il y a des accidents graves, si on va au pénal, avec des sanctions qui peuvent être importantes et qui peuvent être graduelles. Ce n'est pas l'objet du jour, mais il faut savoir que ça existe. Maintenant, sur l'étiquetage. L'étiquetage, il y a deux parties dans la FDS, plutôt deux sections dans la FDS qu'il faut absolument connaître. La section 2.2, relatif à l'étiquetage du contenant par rapport à la manipulation du produit chimique, et la section 14 de la fiche de sécurité, relatif au choix du contenant et surtout au transport du produit chimique. On verra ça tout à l'heure. Et les deux peuvent se réunir lorsque, ce qu'on appelle, on fait un étiquetage combiné.
C'est-à-dire qu'on n'est pas sur de l'emballage type colis, mais on est sur un contenant qui va être remis au transport de manière autonome. Dans ce cas-là, il y aura lieu de faire apparaître ensemble la section 2.2 et la section 14 sur le dit contenant. Qu'est-ce que je mets sur une étiquette? Bien sûr, le nom et l'adresse et un numéro de téléphone de celui qui met sur le marché le produit chimique. Donc, ça peut être le distributeur, ça peut être l'importateur, ça peut être le fabricant. Si c'est une substance, on fait apparaître le nom de la substance avec... Alors, là, je parle de règlement CLP au sens global, mais ça pourrait être un biocide, ça pourrait être un précurseur, ça pourrait être plein de choses. Donc, il y a aussi des particularités, mais au moins le nom de la substance chimique. Si c'est un mélange, on fait apparaître le nom commercial, mais attention, il doit y avoir un lien avec la finalité de sécurité. Les symboles de danger, au sens du CLP, les mentions H, les mentions P, la mention d'avertissement. Si je suis sur des substances, il me faut aussi l'indicateur de la substance. Donc, le premier indicateur à prendre en compte, c'est le numéro REACH. Donc, si on peut faire apparaître le EC number, on peut faire apparaître le REACH, le EC, on peut en mettre plusieurs, mais aussi le CAS number. Et pour certains produits, on n'a pas tout ça. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est faire apparaître le UPAC name. Voilà. Point très important, si je vends en grand public, la particularité, c'est faire apparaître la quantité nominale de produits chimiques. Et si je vends grand public, pour certains produits chimiques, il pourra être nécessaire de faire apparaître un symbole tactile pour les malvoyants. Ça fera l'objet d'un webinaire sur toutes les particularités que l'on peut retrouver, notamment aussi, peu de gens potentiellement le savent, mais les bouchons de sécurité sur certains contenants produits chimiques pour le grand public est aussi réglementé par rapport au règlement CLP. Et on peut avoir des mentions complémentaires, comme par exemple les mentions EUH, uniquement pour le CLP en l'occurrence, hein, qui sont des mentions complémentaires. Ce que tout le monde connaît, c'est par exemple les mentions complémentaires pour les cols cyanoacrylates. Notion de UH, on peut retrouver aussi pour les couches d'ozone. Le choix du format des étiquettes, on va le voir juste après. Ça, il est très important parce qu'il est, alors le mot normé n'est pas adapté, mais il est réglementé. Et lorsqu'on a un mélange, on peut avoir un nom commercial, mais ne pas oublier de faire apparaître les substances constitutives du mélange qui apportent le danger. On peut en mettre jusqu'à 4. Après, c'est une question de place sur l'étiquette, mais notamment, on voit toutes les étiquettes sur les bougies parfumées, sur les parfums, avec la notion de sensibilisant et d'allergène. Il est très important de faire apparaître, un exemple tout simple, mais des limonènes, de l'eugénol, du géraniol, toutes ces substances qui peuvent être sensibilisantes, il faut bien sûr les faire apparaître. Nouveauté de 2021 qui fera l'objet d'un webinaire particulier, le fameux UFI Code, qui est la grande nouveauté, qui est lié au PCN, Poison Center Notification, qui est une évolution de la réglementation au niveau de l'Europe qui va prendre en compte une plateforme européenne d'identification centre antipoison. Ça fera l'objet d'un webinaire particulier, mais ce code UFI rattaché à ce PCN doit être présenté maintenant sur l'étiquetage des mélanges dangereux. Celui-ci s'applique qu'aux mélanges dangereux. Pour les substances, on fait apparaître le REACH number. Quel format? On vous a proposé une affiche spécifique qui va être détaillée juste après. Donc, en fonction de la taille de votre contenant, déjà, il y a des tailles réglementaires. Moins de 3 litres, de 50 à 500 litres, de 3 à 50 litres et plus de 500 litres. Donc, là, on est sur, bien sûr, des emballages qui se remettent propres au transport. On ne fait pas de colis et on ne fait pas de suremballage. Ça fait l'objet d'une autre présentation. Moins de 3 litres, petit contenant. Alors, il est effectivement rarement mis tout seul au transport, donc il sera dans un colis avec un étiquetage transport adapté, mais à l'intérieur, mon flacon, par exemple, d'1 litre, lui, il aura une étiquette CLP qui reprendra tout ce que je vous ai dit avant en termes de contenu, et il aura une taille réglementaire. Voilà. On voit beaucoup d'erreurs sur ces contenants-là. La notion des 8 mm, beaucoup de gens ont cette notion en tête.
pour du moins de 3 litres. Et lorsqu'on est au-dessus des seuils réglementaires de très petits contenants, qui fera l'objet du prochain webinaire, on doit avoir des petits pictogrammes CLP qui font 16 mm de côté, hein, et 22,7 dans la largeur. Pour le transport, on reste sur, si on n'est pas en quantité limitée, on reste sur du 10 par 10, 10 cm du côté. Donc là, bien sûr, on étiquette le colis, l'emballage, parce que le contenant, une étiquette ne tiendra pas. Alors on va les faire dans l'ordre, du coup je vais aller en amont. Pour le 3 à 50 litres, on est sur des formats soit avec transport, soit sans transport. On peut remettre ce bidon dans un carton. Dans ce cas-là, la partie transport sera mise sur le colis. Dans ce cas-là, on aura une étiquette simple en 105 par 74 mm avec des pictos de côté de 23 mm, très important. Et lorsqu'on fait du combiné, on va le voir juste après, dans ce cas-là, en fonction de si je suis sur une étiquette de danger transport ou deux, sur un contenant de cette taille-là, c'est compliqué d'en mettre deux, on a des formats, soit en format haut, notamment pour les bidons bleus de 20 litres qui sont très utilisés, en 150-205, et les larges, en 220-150. Les deux formats sont des formats minimaux, calculés en fonction de la taille de l'étiquette de transport 10-10 et de la partie réglementaire CLP qui, de toute façon, elle fait aussi 105-74. Voilà. Sur les 50, ici, sur les 50-500 litres, donc typiquement mon flux à bande de 200 litres, quelque chose de très utilisé aussi. Là, j'ai un format minimal réglementaire de 148-105 qui a été établi par le législateur, considérant que sur un flux stocké, cette étiquette-là est suffisante pour pouvoir lire les informations. On est sur des tailles de pictos de 32 mm, ça commence à être une taille significative, notamment on a rarement un seul pictogramme CLP. En général, vous allez voir dans les exemples, mais on peut monter jusqu'à 4, voire 5 pictogrammes CLP. Et au cas où, là en l'occurrence, on ne va pas emballer, on ne peut que sur-emballer, mais du coup, on ne va pas emballer ce fût, du coup, on va avoir un étiquetage combiné transport. Avec un seul étiquette de danger, on est en 295-145, qui permet de respecter les tailles minimum réglementaires des deux réglementations. Et si je suis en multi-étiquette de danger, et bien du coup, je vais élargir mon étiquette, pouvant atteindre jusqu'à 3, si notamment je rajoute une matière dangereuse pour l'environnement, 3 étiquettes de danger qui vont être apposées sur le fût. Et enfin, il nous reste les plus de 500, typiquement mon IBC ou mon GRV, selon. Lui, réglementairement, CLP, il fait 210-148 avec 4,6 cm de côté pour le picto CLP, de manière à ce qu'il soit bien visible de loin. Format minimum, on est bien d'accord. Et vous rajoutez pour le transport, parce que ceux-là sont autonomes au transport, vous rajoutez pour le transport la partie étiquetage danger, avec donc l'étiquette de danger, le code ONU, et en fonction des modes de transport, la désignation officielle de transport en français ou en anglais. Alors, j'attire votre attention sur un point, la partie étiquetage transport. Les étiquettes transport ne peuvent pas être dissociées. On ne peut pas mettre un corrosif sur une face et un comburant sur une autre face. On est bien d'accord qu'ils doivent être regroupés ensemble sur une même face. Pareil tout à l'heure pour les moins de 500 litres. Et quand on est au-dessus de 450 litres, normalement, on double ces étiquetages. Enfin, pour mémoire, on vous a mis ici la partie transport, quantité limitée, hors quantité limitée. Ça fera l'objet d'un webinaire spécifique sur la réglementation transport ADR, IMDG, IATA et sur la partie conformité d'étiquetage au transport. Particularité sur les gaz. Il y a une norme spécifique sur les gaz. On pourra faire un webinaire spécifique. Sachez qu'il y a deux types d'étiquettes. L'étiquette banane qu'on appelle, qui se met sur le haut, et l'étiquette de corps d'ogive qui se met, comme son nom l'indique, sur le corps de l'ogive. Ici, vous voyez, c'est une réglementation transport
Et ici, c'est une réglementation dans le transport. Et ici, c'est une réglementation CLP avec les mentions H, les mentions P. Voilà. Donc là, on fera un webinaire spécifique s'il y a des gens qui sont intéressés en retour de celui-ci pour une présentation précise. Maintenant, des exemples. Voici un exemple d'étiquette liée à une substance sans transport et monolangue. Donc là, vu la taille du pictogramme, comme vous voyez, on est sur un format qui est autour des 50 litres. Donc on retrouve les pictogrammes. Là, en l'occurrence, j'ai du comburant, du corrosif, et puis j'ai un nocif. En l'occurrence, celui-ci, c'est le H302, nocif par inhalation. Il est aussi nocif par ingestion. Les pictogrammes CLP, vous l'avez tous vu, on fait évoluer la notion d'identification des dangerosités par rapport aux anciennes directives substances et préparations dangereuses. Aujourd'hui, je n'aborde pas les différentes typologies. Je considère que c'est un acquis. On est sur de l'étiquetage, on n'est pas sur de la classification. On abordera cette notion dans un des webinaires du mois de mai avec la partie filonnier de sécurité. Un exemple multilangue, j'en fute et je ne sais pas encore où, je le sais, ça peut partir en France et ça peut partir en Allemagne. Donc voilà un exemple, je suis sur le même principe, 3 pictos CLP, donc ça ne change pas. La désignation du produit, alors on peut la mettre là, on peut la mettre là. Ici, c'est un détrompeur. Ici, c'est un détrompeur, notamment quand on colle les étiquettes, puisque le renvoi rouge, on a la même chose sur la partie transport. Donc les opérateurs, quand ils collent l'étiquette xylène, ils ont la référence rouge et du coup, ils savent qu'ils vont devoir coller l'étiquette transport inflammable. Donc l'étiquette de danger transport inflammable. On peut rajouter des détrompeurs comme ça pour faciliter l'action d'étiquetage des opérateurs quand ce n'est pas étiqueté par des étiqueteuses automatiques. Donc je retrouve mes deux langues. Alors souvent on nous pose la question, si je n'ai pas la place, est-ce que je peux mettre les mentions H? Alors oui, on peut mettre les mentions H, mais ce n'est pas les codes minimum réglementaires qu'il faut mettre. C'est toutes les phrases dans toutes les langues. Donc mention H, mention P et la mention d'avertissement. Le simple fait d'écrire H226, H304, H312, par exemple, plus les P qui sont associés, ça ne suffit pas. Il faut écrire en toutes lettres l'identification du danger ou de la mention de prévention associée. Point très important. Et ensuite, vous voyez aussi apparaître alors ça c'est une étiquette qui date un peu, mais l'index, on pourrait faire apparaître maintenant le rich number, le C pour la partie européenne, et on a pour la partie américaine le CAS number. Un exemple avec le transport. Donc là, on retrouve toujours pareil, ça c'est une étiquette en 74 pour un contenant par exemple de 3 litres. Non, ce n'est pas un contenant de 3 litres, veuillez m'excuser, ce sera un contenant de plus de 5 litres, parce que sur du 3 litres, on ne pourrait jamais mettre une étiquette de cette taille. Donc là, on est plutôt sur des étiquettes, sur des formats de contenants qui sont de l'ordre vu le produit, de l'ordre de 20 litres. Donc je retrouve ma partie CLP, je retrouve ma partie transport. Donc, vous voyez le lien sur la notion de corrosion. Donc là, on est sur un emballage unique. La notion de nocif, les nocifs et les irritants ne sont pas repris au transport, donc je ne fais pas apparaître une notion nocif sur la partie transport, au même titre que les corrosifs pour les yeux ne sont pas pris en compte dans la partie transport. On a uniquement des corrosifs pour la peau. Donc voilà, et le point d'exclamation n'a pas d'équivalent en partie transport. D'où l'explication de la seule étiquette de danger corrosif avec son code ONU et sa désignation officielle de transport. Donc là, on est sur un monolangue, substance chimique, CLP et transport. L'exemple du même, pas du même, mais d'une substance donc avec 2 picto-CLP, là on est sur un IBC de plus de 500 litres, donc ça nous fait une grande étiquette à causer. Et en l'occurrence, j'ai ma partie transport, c'est un produit non spécifié par ailleurs qui contient de l'acide sulfonique et de méthane. Et vous voyez apparaître ici toutes les identifications HP dans toutes les langues,
de destination de mon produit chimique. Donc là, on est sur une étiquette qui fait dans les 480 sur 360 au niveau du format. Maintenant, le contenant peut avoir un format haut. Dans ce cas-là, eh bien, on va modifier notre visuel. Toujours pareil, on fait toujours apparaître de manière autonome l'étiquette de danger transport, son code UN, sa désignation officielle de transport. On ne dissocie jamais pour répartir sur des phases différentes cette partie-là. Par contre, ici, on peut effectivement apporter un trait de coupe et on peut coller sur deux phases différentes, la partie CLP et la partie transport. L'idéal étant que, bien sûr, on ait tout sur la même phase. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? N'oubliez pas, identifiez votre statut. En fonction de votre statut, si vous êtes formulateur, distributeur, fabricant, importateur, la notion de responsabilité est importante. Le contenu de l'étiquette, il faut reproduire la section 2.2 de la FDS. Tout ce qui est écrit dans la section 2.2 de la FDS doit apparaître sur le contenu de l'étiquette pour la dangerosité des produits. Après, il y a la partie administrative avec le nom de l'entité, le numéro de téléphone et le nom du produit chimique. Ne pas oublier que, en fonction du pays de destination ou des pays de destination, je dois faire apparaître la bonne langue ou les bonnes langues. Et du coup, mes fichiers de sécurité seront aussi dans la ou les bonnes langues. Un autre point à retenir, mes étiquettes, notamment on peut les faire soi-même, il n'y a pas de souci, mais il y a une taille réglementaire en fonction de la taille du contenant. Et notamment quand on reconditionne, quand on reproduit une étiquette, cette reproduction doit être adaptée à la taille de son contenant lié au reconditionnement. Enfin, deux derniers points, toujours se poser la question, est-ce que mon produit est autonome au transport ou pas? Dans ce cas-là, est-ce que je dois avoir une étiquette CLP dite simple juste pour la partie réglementation CLP liée à la partie utilisation? Ou est-ce qu'il faut que je rajoute la partie transport parce que mon contenant va être mis au transport dans l'État? Dans ce cas-là, il faut aussi que la partie étiquetage réglementaire transport soit présente sur mon emballage. Et enfin, un point qui sera abordé dans un prochain webinaire, n'oublions pas maintenant qu'il faut mettre ce fameux UFI code sur notre étiquetage. Voilà. Bien sûr, comme tout webinaire, sur ce principe, une petite présentation et promotion de nos services. Donc, on a un domaine expertise et un domaine lié aux services produits. Donc, sur la partie expertise, vous voyez en bleu la partie conseiller sécurité transport marchandises dangereuses. La partie étiquetage. Et en dessous, vous avez tous les services que l'on peut vous proposer. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, soit sur la boîte mail générique ici présente ou directement par téléphone pour toute question liée à un de ces éléments. Voilà. Prochain webinaire. Donc, je vous propose de faire une session sur les étiquetages particuliers, notamment les petits contenants, moins de 125, moins de 25, moins de 9 ml, avec quelles sont les règles d'étiquetage, qu'est-ce que je peux faire. Ensuite, je vous propose deux autres parties, la partie des gaz, que j'ai abordé tout à l'heure, mais que je n'ai pas détaillé, et surtout, point important, l'étiquetage de vos déchets. Vos déchets aussi doivent être étiquetés conformément à la réglementation. Est-ce que c'est du CLP? Est-ce que c'est du transport? Comment je classe mes déchets et du coup, comment j'étiquette mes déchets, puisque je n'ai pas de fiche de sécurité. Donc, on abordera tout ça. Ensuite, je vous propose un webinaire lié à la réglementation sur l'étiquetage, mais lié au transport de marchandises dangereuses, ADR, IMDG, IATA. On fera un webinaire sur le point. Et enfin, l'évolution réglementaire liée au Poison Center Notification et une identifiant unique de formulation. On fera un webinaire sur ce point-là. Voilà, j'espère que ce premier webinaire vous sera utile. N'hésitez pas à nous contacter pour des questions particulières. N'hésitez pas non plus à me laisser un message s'il y a des points que vous voulez voir abordés sur les 3 prochains webinaires liés à l'étiquetage. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.